Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ici pour la masterclass Parcours de championne. Nous avons la chance d'avoir avec nous 4 merveilleuses athlètes qui vont nous parler de leur parcours et de leurs engagements aujourd'hui. Mais avant cela, j'accueille Stéphane Pallez, présidente directrice générale de la Française des Jeux. Madame Pallez, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce bel endroit pour cette masterclass Parcours de championne. Pouvez-vous nous expliquer la démarche qui vous a amené à organiser cet événement ? Alors bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a quelques garçons quand même. Voilà. Donc très heureuse de vous recevoir ici pour cet événement. Alors cet événement, il s'inscrit dans des engagements très profonds chez FDJ et notamment très profonds dans le sport. L'engagement profond, c'est un engagement d'abord sur l'égalité homme-femme. Voilà, c'est tout bête à dire, si je puis dire, mais c'est un engagement qu'il faut mettre en œuvre, que nous mettons en œuvre. Et on est assez fiers de nous, puisque je pense qu'on est la seule entreprise côté du SBF 120 qui a pour la 3e année 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Voilà. Donc on est très bons élèves, on est très fiers de l'être, on entend le rester parce que ça correspond à une conviction profonde. Donc, partant de cette notion générale, il était assez naturel pour une entreprise qui est très investie dans le sport qu'on se dise qu'il y avait probablement des choses à faire dans le sport. Il y a des choses à faire dans le sport. Il y en a toujours, je pense. Et donc, en 2016, nous avons, j'ai appuyé par mes équipes, pris l'initiative donc de lancer un programme. D'ailleurs en consultant un certain nombre de fédérations, de sportives, de partenaires, de nos partenaires historiques dans le sport. On a pris donc la décision de créer un programme sur le développement du sport féminin, dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, mais qu'on a donc développé, mené, réalisé depuis 2016 sur plein de terrains différents. Et donc évidemment, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont nous sommes par ailleurs partenaires, ce qui là aussi s'inscrit dans notre tradition et notre investissement sportif, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour incarner ces engagements et les porter encore plus haut à l'occasion des Jeux Olympiques, parce que c'est le moment ou jamais de monter d'un cran, de démultiplier, de créer des alliances, de montrer ce qui marche, et puis en espérant que ça va, encore une fois, aller un cran plus loin. Donc pour les fédérations, on a créé donc l'appel à projet Performance pour elles en 2018, ça c'est en 2018, et attribué un total de 600 000 € en 6 ans pour les accompagner dans le développement de la haute performance féminine. C'est des fédérations avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Donc ça, c'est un peu notre fil rouge. Et puis, on est devenu, pour Paris 2024, on est devenu donc la première entreprise associée au programme Héritage Impact 2024 de Paris 2024. Comme je le disais à certains pendant le café, je suis très contente d'être la première, j'adore ça, mais j'aimerais bien ne pas être la seule. Voilà. Donc je voudrais qu'on ait beaucoup de camarades qui nous rejoignent, parce que je pense que c'est une vraie cause nationale que de développer la pratique sportive en général et aussi évidemment dans le sport de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de donner la parole à des championnes. Alors moi, mon seul problème, c'est que je ne suis pas une championne, mais je veux dire que chaque fois que je les rencontre, ça fait partie de mes motivations,
Je les trouve très inspirantes. Elles me donnent beaucoup d'énergie, elles me donnent beaucoup d'idées. Et donc je pense qu'elles vont vous donner aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, parce que quand on est une championne, comme on le sait, non seulement on est évidemment très performante, où on a été très performante, mais en fait on a développé aussi, et c'est pour ça qu'elles sont là, on a développé aussi un sens de l'engagement, un sens des valeurs, un sens des principes qu'on veut porter, et que souvent, et pour certaines d'entre elles ici, vous allez le voir, elles continuent à porter au-delà du sport, dans des engagements qui concernent toute la société, donc après leur carrière sportive. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement inspirant de les entendre, et je suis contente qu'on ait l'occasion de le faire ensemble. Des vrais rôles modèles, voilà, qui sont là pour encourager la pratique et mettre en lumière des parcours. Vous souhaitez vous appuyer justement sur ces femmes, sur ces championnes, pour lancer un dispositif qui va offrir du sport à près de 1000 femmes. De quoi il s'agit exactement ? Alors, depuis qu'on s'est intéressé au sujet du sport féminin et de la pratique, on a fait les choses sérieusement, comme on sait le faire, c'est-à-dire qu'on s'est demandé quels étaient les obstacles à la pratique du sport pour les femmes. Donc on a fait des études, des baromètres, pour essayer de voir quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Alors les causes, elles sont en partie des causes qui ont trait à la manière dont la société est organisée. Donc on ne peut pas tout modifier d'un coup, mais on peut essayer d'apporter peut-être des remèdes à certains points, puisqu'en fait les causes principales, quand on interroge les femmes sur leur pratique sportive, la première cause, c'est le manque de temps. Je crois qu'on avait fait une étude dans laquelle on montrait que, en gros, l'heure de sport qu'elle ne le faisait pas, elle le consacrait quand même aux tâches ménagères et aux enfants. Donc, et en fait, ça ne bouge pas tant que ça. Comme le montrent les études. Donc ça, c'est évidemment un obstacle majeur qu'on ne peut pas forcément traiter tout seul. Il y avait aussi des obstacles financiers qui étaient que dans leur budget ou dans le budget du ménage, en fait, ça avait aussi un certain coût d'accès, et que ça faisait partie des arbitrages qu'elles devaient faire. Et donc, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour, en quelque sorte, peut-être aussi offrir une opportunité à des femmes d'essayer. Et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'elles feront d'autres arbitrages, ou que le ménage fera d'autres arbitrages, et de temps et d'argent. Donc l'idée, c'est effectivement d'offrir, et c'est une offre qu'on a construite avec les fédérations, d'offrir donc à 1000 femmes. Et là aussi, il faudrait multiplier par X, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des amis. Et on va en trouver. Donc c'est de leur offrir cette opportunité d'avoir accès à une pratique sportive à travers des programmes qu'on a montés donc, avec les fédérations de hand, de basket, de cyclisme, hein, si je ne me trompe pas. On s'est également inspiré de ce que fait Sarah Ouramoun, que vous allez écouter, qui a monté donc un programme qui s'appelle les Puncheuses, et qui, comme son nom l'indique, fait de la boxe aussi un instrument de développement, d'intégration, de confiance en soi, voilà. Enfin, et d'autres choses qu'elle vous dira. Et donc, on propose un accès aussi, dans ce cadre, à des salles de sport sur l'ensemble du territoire. Donc, l'idée, c'est de faire sauter le pas, en quelque sorte, à des femmes qui n'ont pas eu l'occasion ou la facilité pour le faire, ou qui n'ont pas osé le faire, à travers une offre assez simple. Et puis, évidemment, si ça marche, on essaiera d'en tirer toutes les conséquences positives pour voir comment est-ce qu'on peut pérenniser cela, parce qu'encore une fois, 1000 ça suffit pas, et 1000 pendant les JO ça suffit pas, hein. On est bien d'accord, mais c'est une démarche d'expérimentation, et moi je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. Voilà. Merci beaucoup Madame Palaise. J'invite maintenant à nous rejoindre Diandra Tchatchwang, Camille Eglon-Sorina, Isaura Tibus et Sarah Ouramoun, avec qui je vais avoir le plaisir de co-animer cette masterclass. Romane
Romane n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le film, mais elle a eu une impossibilité de se rendre disponible. Alors, bonjour à toutes les quatre. Merci d'être là parmi nous pour ce bel événement. On va aborder plusieurs thèmes au cours de cette masterclass, mais je voulais qu'on démarre d'abord par le début, en fait, le début de l'histoire. Comment ça a démarré pour vous, la naissance de cette passion dont vous avez fait votre métier. Diandra, déjà, pourquoi le basket? Comment ça a commencé? Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi le basket? J'ai testé d'autres sports avant de prendre ma première licence au basket. J'ai testé le judo, où j'étais pas trop mal, et la danse, où c'était un peu moins le cas. Et en fait, ce qui m'a fait aller vers le basket, c'est qu'un été, moi j'ai grandi à La Courneuve, pas très loin d'ici, et on allait régulièrement en vacances chez mes cousins qui habitaient à Aulnay-sous-Bois. Et ils jouaient sur un playground entre mecs. Et avec ma sœur, on n'avait pas le droit de jouer avec eux. Donc on passait les vacances à les regarder, à jouer dans le bac à sable. Et nous, on n'avait pas le droit de jouer avec eux. Et finalement, ça a un peu animé notre curiosité. Et à la rentrée qui a suivi, on a demandé à notre mère de nous inscrire dans le club de la ville où on habitait. C'est comme ça que tout a démarré. Vous avez eu une carrière riche et pleine de rebondissements et de victoires. Est-ce qu'il y a un moment qui reste en tête, qui a marqué le moment le plus marquant? Vous diriez c'est lequel? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Après, si je devais en retenir un, je pense à la médaille olympique à Tokyo. C'est anecdotique parce que pour moi, à titre personnel, c'était pas la compétition où j'avais le rôle que je pouvais avoir les années précédentes dans l'équipe de France, mais c'est aussi l'année juste avant ma retraite, donc c'est une compétition qui avait un goût particulier et j'avais à cœur de revenir avec forcément une médaille. Et puis c'est aussi les moments où on est le plus nostalgique quand on sait que la fin approche, et en fait je me suis retrouvée là où j'avais toujours voulu être pendant toute cette carrière, donc c'était, on va dire, une belle fin. Merci. Camille, vous avez découvert, vous, le sport de façon un peu plus tardive par rapport aux autres championnes. Comment ça s'est passé? Bonjour à toutes. Il fait noir, donc c'est pour ça. Bonsoir à toutes et à tous. Pour moi, effectivement, ça a été un petit peu plus tardif pour le handball, du moins, parce que j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Avant ça, j'avais aussi tâtonné avec d'autres sports. Moi aussi, comme Diandra, j'avais tenté le côté artistique, mais il n'a pas voulu de moi. Le patinage artistique, c'était pas pour moi, a priori. Et puis, c'est par le biais de l'école, enfin du collège, et puis de l'UNSS, avec un prof de sport passionnant et qui a détecté avant l'heure certaines qualités, qui m'a encouragée à venir d'abord à l'UNSS, et puis finalement qui m'avait même découpé un petit article de journal avec l'adresse du club de ma ville. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée au handball, et je le dis souvent, mais je pense vraiment que j'aurais pu m'épanouir dans un autre sport collectif. Bon, j'aurais peut-être pas eu le talent nécessaire pour m'exprimer dans une autre discipline, mais en tout cas, c'est vraiment le côté collectif, moi, qui m'a fait avoir la carrière que j'ai eue, et tous les moments marquants que je garde, c'est avant tout les aventures humaines, en tout cas, qui sont restées. En tout cas, ça a été un coup de cœur immédiat. Oui, mais je n'ai pas été une grande passionnée de suite. C'est surtout m'éclater avec mes copines qui prenaient vraiment le dessus. Après, bien sûr, quand on choisit de s'engager autant de temps que ça, la passion est venue par la suite, mais c'était vraiment ce monde collectif avant tout. Isaura, vous avez commencé l'escrime beaucoup plus tôt, à 7 ans, et un peu par hasard. Racontez-nous. Et pareil, quel a été le moment le plus intense de votre carrière jusqu'ici? Bonjour à tous, je suis très contente d'être là. C'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 7 ans en Guadeloupe, donc je suis originaire de là-bas. Je pense que ma famille était de base assez sportive, donc tout le monde faisait un peu de sport, mais personne ne faisait du haut niveau. Moi, j'ai fait de la danse aussi, de la danse classique. J'aimais bien. Donc, je m'attendais à continuer dans la danse. Et en fait, ma mère a pensé à l'escrime pour mon petit frère.
il y avait cet engouement aussi autour de Laura Flessel au même moment. Donc l'escrime est un sport dont on parlait en Guadeloupe. Et elle y a pensé pour mon petit frère, je pense aussi pour le côté sport de combat. Et il était arrivé que j'étais avec lui le jour où on a été dans la salle d'escrime. Et au final, c'est moi qui suis tombée amoureuse du sport. J'ai dit non, il faut absolument que j'essaye. J'avais jamais vu ça, ni à la télé, ni autre part. Et ça m'a beaucoup intriguée. Et je pense que moi, ce qui m'a vraiment attirée dans le sport, comparé à la danse, où c'était très chorégraphié, très strict, j'avais vraiment l'impression de pouvoir m'exprimer. C'est un sport hyper ludique. C'est un sport où je me sentais vraiment libre d'entrer. Et j'ai aimé le côté opposition, sport de combat et compétition aussi. J'étais très compétitrice. Et comment votre entourage, la famille, les amis ont réagi? Enfin, comment ça a été accueilli, cette passion? J'avoue que ma famille a toujours été dans l'accompagnement, de vraiment tu fais ce que tu veux. Pareil, je ne m'attendais pas du tout à faire ça, le faire dans ma carrière. Pour moi, c'était vraiment m'amuser, prendre du plaisir. J'avais aucune idée qu'un jour j'allais partir de la Guadeloupe pour l'escrime, que j'allais faire tous ces choix de vie, en fait, vraiment pour ce sport. Donc c'était vraiment un sport qui me permettait de m'exprimer, de prendre du plaisir à l'époque. Et puis l'entourage aussi. Le club d'escrime, c'était comme une deuxième famille, donc voilà. Et je trouve qu'en tout cas, dans les souvenirs en tout cas, dont on va parler, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est on parle souvent des victoires dans le sport, mais je retiens aussi les échecs qui m'ont vraiment permis de rebondir à certains moments. Après les Jeux de Rio, j'ai pas nécessairement obtenu la médaille que je voulais. Et juste après, j'ai fait des choix de vie. J'ai fait le choix de partir à Los Angeles, et puis en Italie pour être plus performante. Et aussi après Tokyo, j'ai pas eu la médaille que je voulais. Et j'ai beaucoup remis en question et ça m'a énormément fait grandir. Donc je trouve que c'est pas que les victoires qui sont importantes. Oui, ça fait bien la transition sur la deuxième partie où on parle de tout ce que peut apporter le sport sur des valeurs comme voilà, la persévérance, l'abnégation, tous ces bienfaits. Sarah, vous, que vous a apporté la boxe? Bonjour à tous. La boxe m'a apporté énormément de choses et peut-être que je partagerai juste trois qualités mentales fortes parce que je pourrais parler des bienfaits et des vertus de la boxe pendant des heures. Mais je pense que la première chose, ça m'a appris à être un peu dans un esprit d'exploration. C'est-à-dire que d'être vraiment tout le temps dans une espèce de quête, de recherche, d'oser aller dans des sentiers un peu inconnus. Parce que j'avais envie aussi de maîtriser mon sport, maîtriser le noble art. Et ça m'a forgé vraiment cet esprit d'exploratrice. La deuxième chose, c'est de réussir à faire le tri peut-être de ses peurs, parce que forcément, quand on a des objectifs comme nous, en tant que sportive, que championne, on a aussi beaucoup de doutes et de peurs associées. Et moi, j'ai eu besoin d'apprendre à trier un peu ces peurs, parce que souvent, on les amplifie. Souvent, on s'imagine plein de choses qui arriveront jamais. Et la boxe m'a appris à peut-être me concentrer un peu plus sur ce que je peux maîtriser, sur mes qualités, ma boxe, et pas forcément sur l'environnement. D'autant plus que mon sport, c'est un sport à jugement humain. Et on ne peut pas contrôler la personne qui a derrière la machine. Et ça, j'ai eu besoin d'apprendre à m'en détacher, parce qu'en fait, quand on monte sur un ring, on commence à se poser des questions sur l'environnement, sur le contexte géopolitique. On se dit, ah ok, là c'est un arbitre russe, c'est un arbitre chinois, c'est pas bon pour moi. Et en fait, vraiment, c'est un sport qui m'a appris à me détacher de tout ça et à me concentrer sur ce dont j'étais capable de contrôler et de maîtriser. Et puis peut-être la dernière chose, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Isaura, c'est ce droit à l'erreur. Accepter de perdre et surtout essayer de transformer à chaque fois les défaites et faire en sorte que ce soit un pas en avant, que ça serve. Et surtout maintenant que j'ai une carrière qui est loin derrière moi, c'est réussir à transposer un peu tout ça dans mon quotidien de femme, à la fois personnel et professionnel. Isaura, vous le dites, derrière les grands sportifs, il y a des hommes et des femmes. Et pour vous, c'est important de vous exprimer là-dessus. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on parle de santé mentale, parce que forcément, dans vos carrières, vous avez eu des échecs, des victoires, des blessures. Et on n'entend pas forcément parler des difficultés, comment on arrive à
à y retourner, à se remobiliser. Pourquoi c'était important pour vous de parler de santé mentale, Isaura ? C'est vrai qu'il y a plusieurs choses derrière ce sujet. Moi, quand j'ai commencé l'escrime, en tout cas, on ne m'a pas directement dirigée vers une psychologue, une préparatrice mentale. Je ne sais pas si vous avez eu une psychologue, non, une préparatrice. C'est pas de problème. Mais du coup, quand j'ai commencé l'escrime, c'était pas pris en compte dans la préparation en elle-même. Donc déjà, dans la productivité, dans d'être plus performant, l'aspect mental, c'était pas discuté. On avait un préparateur physique, on avait un entraîneur spécifique, mais déjà, pour être plus performant, on n'avait pas d'outils sur la gestion du stress, ou bien se connaître mieux, ou bien plein de choses qui englobent la préparation mentale. Et ça a beaucoup évolué. Je trouve que maintenant, en tout cas en France, là où on était un peu en retard avant, on a plus intégré cette partie qui est liée à la performance. Mais au-delà de ça, on a encore un monde sportif qui traite les athlètes comme des personnes qui doivent être invincibles, qui ne doivent pas être atteints par un monde qui est autour. Donc on va vraiment faire abstraction de sa vie. L'équilibre de vie n'est pas du tout intégré dans le fait d'être un athlète, et on parle souvent que de victoire, comme si un athlète, un champion, c'est quelqu'un qui gagne tout le temps, alors que pas du tout. Tu as des échecs derrière, tu as des moments d'anxiété énormes. Moi, à Tokyo, j'ai fait une crise d'angoisse, et c'est vrai, c'était ma première crise d'angoisse. Mon réflexe a été vraiment de me cacher, parce que je voulais pas que d'autres personnes le voient, parce que je suis leader de l'équipe, et que j'avais pas envie qu'ils pensent que j'étais faible. Donc il y a plein de choses qui sont intégrées quand tu grandis, je trouve, dans un sport, dans un milieu sportif, et qui ne sont pas discutées. Quand tu as des moments de moins bien, tu es un peu mis sur le côté et tu dois apprendre seul à te relever. Et moi, le fait de parler de santé mentale, c'était vraiment de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, parce que j'avais l'impression que je n'étais pas la seule athlète. J'en ai discuté avec d'autres athlètes. Il y a des moments où tu as t'as moins de résultats, où tu as eu des blessures, où tu as des choses, et qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner les athlètes dans ces moments-là. Et à l'heure actuelle, il n'y a encore rien des fédérations, et on est encore, voilà, un athlète, c'est une machine à médailles, et si tu ne fais pas de médaille, tu es mis de côté. Et je trouve que c'est pas normal, et que l'aspect humain doit être mieux pris en compte, et qu'en plus, l'aspect humain permet d'être plus performant, je pense, sur le long terme. Donc c'était beaucoup de points que j'avais vraiment envie de mettre en lumière. Je vois hocher la tête, Diandra. Est-ce que vous pensez à des mesures qui pourraient être mises en place justement pour mieux accompagner un suivi psychologique les athlètes de haut niveau ? Des mesures, je ne sais pas, mais je me reconnais exactement dans ce que Isaura évoque. Et c'est vrai que c'est quelque chose je pense, on a en nous depuis jeune. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille où finalement, voilà, il fallait pas se plaindre. Faut pas se plaindre quand ça va pas, faut pas qu'on le sache, faut faire comme si tout allait bien. Et c'est vrai que de voir qu'il y a des athlètes qui osent en parler, et puis c'est comme ça dans le sport, mais dans plein de domaine de la vie, ça encourage en fait, et on se dit qu'on n'est pas seul. Après, des mesures, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des prises de conscience. Pendant très longtemps, que ce soit dans le sport ou ailleurs, la santé mentale, ça a été quelque chose de tabou. Parler d'un psychologue, ça a été quelque chose de tabou. Donc je pense que c'est surtout une approche différente, et comprendre que lorsque ça ne va pas, c'est normal de se faire aider. Si on va voir un psychologue, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, mais tout simplement que des fois, on a besoin de se faire accompagner. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à déconstruire, et comme c'est ancré depuis très longtemps, forcément, ça fait soulever des choses très profondes. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, si je peux ajouter quelque chose, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense aussi qu'il faut envisager justement la préparation mentale aussi comme un plus, et pas forcément quelque chose qui va venir quand on est dans des situations de doute, ou des situations dans lesquelles on est moins bien psychologiquement, mais aussi sur une manière d'optimiser et d'aller vers plus de performance, plus d'épanouissement à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que le premier pas avant, c'est vraiment de changer l'image et la perception que le grand public a de cet accompagnement-là, et de le voir vraiment comme un atout de la performance, au même titre que le travail qu'on peut faire sur notre physique, sur nos spécialités, quelles que soient nos disciplines. Le mental a une place essentielle, quel que soit le sport, et développer sa confiance en soi et son épanouissement tout court, c'est forcément un plus sur le terrain, mais en dehors aussi, surtout. Oui, et parallèlement, le sport développe aussi la confiance en soi, booste le moral. Donc en fait, c'est un peu les deux en fait.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est un bon engrenage qu'il faut réussir à avoir. Et comme l'a dit Isaura, je pense que c'est vraiment très, très important dans la représentation qu'on a des sportifs de haut niveau, d'avoir l'entièreté, toutes les facettes. Et c'est vrai qu'on nous pousse à mettre, et sont mises en avant surtout les victoires, surtout les réussites. Mais peut-être que si on mettait aussi en lumière parfois les échecs et les belles histoires qui en ressortent, ça permettrait aussi, dans toute la société, de permettre aux gens de mieux vivre les échecs qu'on peut avoir dans la vie, les petits coups d'arrêt. Et voilà, une des valeurs, forcément, c'est la persévérance, et c'est pas lâcher et se relever, quoi. Est-ce que vous avez tout fait, hein. Vous n'avez jamais lâché. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet important qui concerne 2 d'entre vous pour l'instant, c'est la maternité. Donc Sarah, vous avez 3 enfants, Camille 2. Voilà, la maternité et le sport de haut niveau, on en parle beaucoup. Il y a encore des tabous, il y a encore des inégalités. Camille, vous avez eu votre premier enfant en 2013, alors que vous étiez en plein encore joueuse. Hein. Comment, à cette époque, avait été accueilli votre projet de maternité? Est-ce que vous aviez senti une certaine réticence? Comment ça se fait? J'ai eu de la chance pour en avoir beaucoup parlé à l'époque et encore aujourd'hui, d'être au sein d'une fédération qui a quand même été pionnière à ce niveau-là, qui continue de l'être, parce que je crois qu'on est la seule fédération dans laquelle il y a une convention qui a été mise en place justement sur le sport, le handball féminin professionnel. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'on pouvait quand même compter sur les 10 doigts de la main, nombre de filles qui avaient fait le choix de faire une pause maternité pendant leur carrière. Pour moi, c'était sûr que je voulais le faire comme ça, parce que j'avais vraiment ce désir d'être maman, et je me voyais pas abréger ma carrière pour pouvoir mener ce projet-là. J'ai eu la chance d'être entourée à l'époque de mon club qui a été compréhensif par rapport à ce projet, qui m'a accompagnée, d'avoir aussi pu échanger avec à l'époque le coach de l'équipe de France qui m'avait dit effectivement juste après les Jeux, ça peut être une bonne idée, ça permet d'avoir 4 ans potentiellement pour revenir derrière. Donc j'ai eu la chance d'être vraiment accompagnée dans ce projet-là. Après, j'ai jamais regretté ce choix, bien évidemment, parce qu'il m'a apporté énormément d'équilibre aussi dans ma carrière derrière, parce que pour être bonne sur le terrain, ça c'est mon tempérament, je sais depuis le début qu'il me faut un équilibre à côté, et cet équilibre passait par mon équilibre familial, et être maman, ça aura été juste un plus de motivation, un petit peu de recul parfois sur la pratique, et justement ces hauts et ces bas qu'on peut avoir dans la carrière quand ça se passe pas forcément très bien à l'entraînement, en match, au retour d'une compète, et puis qu'on rentre à la maison, il y a un petit bout de chou qui s'en fout un peu de savoir si maman elle a gagné son match, si elle a perdu. Il faut assurer ce rôle-là, et ça m'aura forcément fait prendre du recul sur mon sport, ma discipline, et je pense que ça m'aura forcément beaucoup aidé. Et sur le rapport au corps, on en parlait juste avant, pendant le déjeuner, le contrôle du poids. Forcément, la grossesse, on prend du poids, il faut le reperdre, il faut réapprovisionner son corps, réapprivoiser son corps, pardon. Quand on est une grande sportive, c'est plus difficile de reprendre le sport après la grossesse. Est-ce qu'on se met plus la pression? Comment ça se passe? C'est vrai que moi j'ai dû reprendre assez vite parce que mon contexte club faisait qu'on avait besoin de moi très très vite, donc j'ai un petit peu bâclé ma reprise, même si j'ai quand même fait attention, notamment autour du périnée, dont on nous parle quasiment qu'une fois qu'on est enceinte. C'est quand même dommage, parce qu'on apprend qu'on a fait plein d'exercices qu'il fallait pas faire depuis une dizaine d'années en se positionnant mal et tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai une anecdote que je raconte souvent, je vais la faire courte parce qu'on est plein, mais c'est vrai que mon premier footing de retour de maternité, j'étais partie en me disant allez, un petit 20-25 minutes, ça va le faire. J'avais en motivation suprême que en équipe de France, on m'avait dit t'inquiète, tu reviendras, mais entre-temps, ils avaient quand même filé le numéro 5 que vous pouvez voir à une fille qui venait de faire son entrée en équipe de France. Ça faisait 5 ou 6 ans que je l'avais sur les épaules. Je me suis dit, alors celui-là, je vais le récupérer, c'est sûr. Donc j'avais déjà la motivation toute faite. Sauf qu'au bout de 2 minutes 30 à peu près, j'ai eu des points de côté comme j'avais jamais eu de toute ma vie. J'ai pas pu finir mon footing, donc je me suis arrêtée, je pense, à 5 minutes. Et là, j'ai appelé mon kiné en lui disant, il y a un problème, mes organes ne sont pas à leur place. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut m'aider. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué, où je m'étais dit,
dit, ah oui, c'est vraiment passé un vrai truc dans mon corps. Et il a fallu laisser un peu de temps au temps et effectivement travailler sérieusement pour retrouver un niveau. Je pense qu'il faut malgré tout une petite année, même si Clarisse vient de montrer que ça pouvait aller très vite. Hein. Mais voilà, il faut être patient et être en accord avec ce choix permet aussi de revenir sereinement. Merci. Sarah, vous êtes maman de 3 jeunes enfants. Qu'est-ce que la maternité, justement, a changé dans votre façon d'envisager le sport, votre carrière? Ça a été un point important, je crois. Ça a été primordial, je crois, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de me relancer. Alors moi, j'envisageais pas du tout un retour après ma grossesse. Enfin, j'avais annoncé une fin de carrière, et c'est pendant la grossesse que l'envie de remonter sur un ring est devenue de plus en plus forte, et j'étais persuadée qu'une fois devenue maman, ça allait passer et que j'allais pouvoir oublier un peu ces envies de médaille olympique. Et pas du tout. Ma fille m'a donné beaucoup de courage et beaucoup de sérénité. En fait, je me disais que finalement, le sport, c'était une chose, ça restait une passion, qu'il fallait que je retrouve le plaisir un peu des débuts, parce que quand on est athlète de haut niveau, le plaisir, c'est la médaille, c'est la performance. Enfin, on peut oublier pourquoi on a commencé son sport et pourquoi on l'a aimé. Et moi, c'était le cas. C'est-à-dire que j'étais devenue une compétitrice et j'oubliais un peu le jeu, toute la stratégie sur le combat, ce qui m'animait vraiment. Et ma fille m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je retrouve cet amusement du début. Et puis, le fait qu'elle soit là, elle était là aux entraînements, ça me permettait d'être beaucoup plus focus, de revoir toute une stratégie où avant j'étais vraiment sur 2 à 3 séances par jour, et là j'avais réduit à 1 heure parce que je la récupérais après la crèche et j'avais pas trop le choix que de l'emmener avec moi. Et avec du recul, je me dis que c'était chouette parce que finalement je lui ai transmis énormément de choses, mais le fait de l'avoir à côté et de se dire elle a une concentration, en tout cas je vais pouvoir la garder tranquille à peu près 1 heure, ça m'obligeait à avoir des séances plus efficaces. Et en fait, ouais, j'ai retrouvé juste du plaisir et énormément de sérénité. Je partais en compétition en me disant, si je perds, c'est pas grave. En fait, j'ai une vie à côté de la boxe. Et la médaille et l'objectif olympique avaient peut-être un peu moins d'importance. Et le fait de prendre du plaisir, forcément, on fait mieux les choses. Et c'est en ça, en fait, que ça a été, je pense, une force supplémentaire, peut-être face à d'autres adversaires qui n'étaient pas dans ma situation. Vous disiez il y a quelques années que le système n'aime pas les mamans sportives. Est-ce que c'est toujours compliqué aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu des avancées? Ça a un peu changé. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai annoncé mon retour de grossesse, ma fédération n'était pas du tout préparée. C'est-à-dire que moi, la première chose qu'on m'a dite, c'est écoute Sarah, il y a quelques années, on a laissé monter des femmes sur un ring, faire monter des mamans, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, il y a eu tout de suite un refus. Et donc, il n'y avait pas, en tout cas, rien n'a été préparé pour accueillir des athlètes mamans. Aujourd'hui, dans le collectif France de boxe, il y a 2 athlètes qui sont mamans. Alors, il n'y a pas, comme on peut le voir dans d'autres disciplines, une organisation qui fait qu'elles peuvent soit venir pendant les compétitions ou les stages avec leurs enfants. On n'a pas 2 contrats de travail parce que nous, en boxe, on fonctionne avec des primes qu'on reçoit en fin d'année. Donc, on ne peut pas non plus compter dessus pour financer une nounou ou la crèche. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui commence à s'initier. En tout cas, il y a une volonté parce que, justement, les sportifs parlent. Les sportifs assument aussi leur désir de maternité. Et quand avant, on attendait la fin de sa carrière pour devenir maman, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut envisager et on peut commencer à l'envisager sereinement. Alors, on est au début de ce chemin. Il y en a qui ont avancé plus que d'autres et justement, ils nous montrent un peu le chemin et ils nous montrent surtout que c'est possible. Je voudrais qu'on parle maintenant transmission. La transmission du goût du sport, comment vous la transmettez à vos enfants, justement, les valeurs du sport? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Je pense que pour toutes les mamans sportives, c'est important parce que forcément, on sait combien le sport est bénéfique, on sait combien ça a un impact positif sur le corps, sur la tête. Donc, on a envie de voir nos enfants faire du sport, pas forcément le sien. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. J'ai pas envie de voir mes enfants sur un ring, mais en tout cas, j'ai envie de les voir s'épanouir en pratiquant un sport. C'est sûr que quand on passe sur du haut niveau, on rentre dans une sphère où il y a d'autres enjeux et on connaît
la complexité de cet engagement. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu tout de suite donner le goût du sport, le goût de l'effort, surtout à mes enfants, leur apprendre la patience, parce que je pense que ça, c'est une grande leçon du sport de haut niveau, d'apprendre à laisser le temps faire son travail. Et donc moi, ça a été tout de suite de faire du sport devant eux, de leur raconter un peu aussi mon parcours, mon histoire, pour leur expliquer combien le sport m'a appris. Mais on est le premier modèle pour nos enfants, et c'est des éponges. Et voilà, moi, avec tous mes enfants, j'ai toujours fait du sport aussi à la maison, et ils prennent leur tapis et ils font comme moi. Et je pense que c'est important, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir leur renvoyer. Et finalement, c'est un peu notre miroir. Et moi, il y a plein de fois où mes enfants m'ont renvoyé des choses pas très positives, où je les voyais, par exemple, coller à un ordinateur en train de faire comme moi. Et là, ça questionne. Et il y a aussi le fait que quand on devient parent, on devient aussi un peu plus indulgent avec les siens. Moi, mes parents n'étaient pas très sportifs, mais ils croyaient aux valeurs du sport, et ils m'ont quand même incité à en faire. Et un peu comme Diandra, j'ai commencé par du judo. J'ai fait aussi de la danse parce que ma mère voulait que je devienne danseuse, mais je crois qu'on a tous fait de la danse. Et vous, Camille? C'est vrai que la transmission, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu chevillé au corps depuis toujours. Donc forcément, quand c'est pour ses enfants, ça s'impose encore plus. Je pense que j'essaye d'apprendre à mon fils qu'on perd forcément à des moments, qu'il faut aussi apprendre à perdre. Mais quand il était tout petit, un jour, il m'a dit « Ouais, toi, quand t'as perdu, t'as pleuré, donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas. » Effectivement, c'était un peu dur de trouver les mots pour lui répondre de suite. Je pense que, bien sûr que je vais pousser mes enfants à ce qu'ils fassent du sport, qu'ils vivent encore aujourd'hui un peu dans des gymnases, parce qu'ils ont un papa qui est entraîneur, donc je passe encore pas mal de temps dans un gymnase. Mon fils a quelques souvenirs aussi du temps où j'étais joueuse, mais c'est vrai qu'à travers le sport, c'est vraiment toutes les valeurs qui me paraissent les plus importantes, notamment le fait d'être capable de se dépasser, de ne pas abandonner. Et je pense que autant je suis hyper cool sur des trucs, autant je suis hyper exigeante sur ça, parce que je suis tellement persuadée que c'est des valeurs que le sport m'a apportées, mais qui sont une mine d'or dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre vraiment au travers du sport, de ne pas abandonner, de toujours continuer à y croire. Et c'est vrai que quand on est un petit garçon de 8-9 ans, des fois quand c'est dur, on a juste envie d'arrêter. Donc sur ça, je pense que je suis un peu exigeante. En tout cas, vraiment, comme Sarah, je pense que s'il ne veut pas faire de handball, c'est pas très grave, parce que je ne suis pas sûre que ça soit le plus facile d'être fille d'eux ou fils d'eux après que des parents qui ont performé dans un sport. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment les voir s'épanouir dans un sport, même si ce n'est pas du tout à haut niveau. Oui, c'est intéressant ces valeurs, et j'aime beaucoup Sarah qui parle aussi de la patience, parce que c'est pour le coup des choses que les enfants ne connaissent pas trop, la patience, et c'est important de leur transmettre, prendre le temps, pas tout de suite. On va passer à la dernière partie de cette masterclass sur un sujet essentiel, fondamental, et aussi qui vous tient aussi tout à cœur, c'est comment comment le sport contribue à changer la société. Et chacune, vous avez des engagements forts. Sarah, vous êtes engagée depuis longtemps en faveur du sport au féminin, en faveur de la lutte contre les discriminations. Alors, effectivement. Alors, moi, je le fais de 3 manières. La première, peut-être, c'est en m'engageant dans des instances dirigeantes. C'est-à-dire que j'ai rejoint le comité olympique juste à la fin de ma carrière en 2016. En tant que vice-présidente sur les sujets de mixité, dont la place des femmes justement dans les fameuses instances dirigeantes. J'ai rejoint aussi ma fédération de boxe et des instances plutôt politiques comme le Conseil national des villes sur les sujets quartiers prioritaires et notamment sur la place des femmes. La deuxième manière de m'engager, c'est sur le terrain. Je trouve ça intéressant de pouvoir aussi faire remonter mon expérience de terrain dans les instances dirigeantes. Et le terrain, moi, je le fais depuis un moment, puisque j'ai fondé une association en 2011. C'est plutôt un club de boxe engagé dans lequel j'utilise vraiment la boxe comme outil de performance, d'éducation, d'empowerment, parce que je suis convaincue que le sport est un formidable outil d'émancipation
pour tous. Et c'est dans ce cadre-là que d'ailleurs je développe le programme Les Puncheuses que Stéphane Palaise a présenté en introduction. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques puncheuses dans la salle. Voilà. Donc voilà, le terrain. Et peut-être la troisième manière de le faire, c'est justement en m'associant à des initiatives comme celle de la Française des Jeux autour de Sport pour elle et de la FDJ Factory, dont d'ailleurs Isaura fait partie, et ça me permet aussi de faire la transition et de te poser une question. Isaura, il y a encore énormément d'inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport de haut niveau. Et toi, tu regrettes vraiment qu'on ne mette pas plus en avant les parcours de championnes, qu'on raconte leurs histoires. Tu as lancé une plateforme qui s'appelle Essential Stories. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta démarche et ton objectif à travers cette plateforme ? Bien sûr, en fait, ça part déjà de mon expérience de sportive de haut niveau. Comme tu l'as dit, j'ai remarqué, ça m'a toujours dérangé qu'il y ait des inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport. On n'avait pas nécessairement les mêmes ressources pour y arriver, le même type de compétition, et puis sur la médiatisation également. Et même si j'avais commencé à utiliser un peu ma position en tant qu'athlète pour dénoncer ces sujets-là, prendre la parole quand il y avait des discriminations ou des problèmes ou d'inégalités, j'avais vraiment envie de mettre en place un projet qui fasse changer les choses, qui fasse bouger les choses. Et j'avais pas nécessairement envie d'attendre que ça passe par des médias traditionnels, parce que j'avais l'impression que ça prenait énormément de temps de faire évoluer cette partie-là. Il y a peu de femmes championnes qui sont en couverture de l'équipe, où il faut tourner énormément de pages pour trouver le premier article sur du sport féminin. Quand on allume sa télé, il y a peu de sport féminin à la télé. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire ? Et j'ai décidé vraiment de créer un média au début sur les réseaux sociaux. C'est arrivé quand il y a eu le Covid. L'objectif un peu des Jeux disparaissait parce qu'il fallait attendre 1 an, et je me suis dit voilà, comment je peux mettre à profit ce temps-là. Et ça a commencé par des conversations avec d'autres amis athlètes, dont toi. Je me souviens, c'était l'une des premières interviews sur Instagram, et de mettre en avant tout simplement des histoires que moi j'avais trouvées inspirantes, des parcours inspirants de femmes que j'avais pas nécessairement vus, ou sur des angles dont on n'avait pas nécessairement parlé, comme la maternité, dont on avait parlé aussi, et tout ce que tu faisais aussi au CNOSF, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans les instances dirigeantes. Et donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de mettre en avant des récits, des histoires d'autres athlètes féminines, parce que j'avais l'impression qu'il fallait performer énormément pour être visible en tant que femme, plus que les hommes en tout cas, et que quand on était finalement visible, on avait une très courte fenêtre médiatique pour parler de qu'on était, la femme derrière, et comment on avait réussi pour en arriver là. Donc c'était un peu le but de cette plateforme. Et aujourd'hui, tu as aussi des événements physiques au-delà de ce que tu peux faire sur le digital. Oui, alors le digital, c'est un outil incroyable pour toucher plus de monde, parce qu'au final, déjà en tant qu'athlète de cette génération, quand on n'est pas médiatisé, moi j'ai fait de l'escrime, donc un sport niche déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher les gens, pour qu'ils puissent suivre notre parcours quand même si on n'est pas à la télé. Donc voilà, les réseaux sociaux me semblaient être le premier outil pour mettre en œuvre ça. Et puis finalement, je me suis dit, voilà, tout le monde dit le sport féminin, ça vend pas. Économiquement, c'est pas quelque chose où on a envie d'investir. C'est pas à la télé parce que justement, personne va le regarder. Moi, je me souviens, j'avais interpellé les journalistes de l'équipe en disant, mais voilà, il y avait eu 7 victoires de l'équipe féminine de l'OL. À côté de ça, il y avait Alaphilippe qui avait gagné le Tour de France, et il était en couverture. Il m'avait dit, mais tu comprends, ça vend plus, il y a plus d'audience pour le Tour, alors que pour moi, rien que sur la performance sportive, ça méritait d'être en couverture de l'équipe. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de casser ce cercle qui est interminable, en fait. Comme ça ne fait pas gagner, on ne met pas en avant, et donc, comme les gens ne le voient pas, ils ne s'y intéressent pas. Donc, il faut créer de l'engouement autour du sport féminin. J'avais l'impression que les nouvelles générations, et plein de gens s'intéressent à des choses nouvelles, à ce que peuvent faire les femmes.
Et voilà, pourquoi pas aller vers cette communauté qui est intéressée justement par ces histoires-là, par des nouvelles choses, par l'égalité homme-femme, et montrer que c'est hyper intéressant et hyper attractif. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des événements, de dire voilà, ça existe, intéressez-vous à ça, et montrer que de plus en plus, on peut créer une communauté qui s'y intéresse et qui peut justement générer des événements cool, faire des choses sympas autour des femmes, et ça marche. Franchement, ça marche. Quand on investit de l'argent, quand on fait des beaux événements, quand on montre des choses intéressantes, parce que le sport féminin est aussi hyper intéressant. On s'entraîne de la même façon. On a des résultats, il y a vraiment plein de choses qui se développent et ça marche. Donc voilà, c'est un peu ma conviction, c'est que si on va à la rencontre des gens et qu'on montre qu'il y a des beaux projets derrière avec des personnes intéressantes, ben, ça fonctionne. Essentiel Stories sur Instagram, n'hésitez pas à suivre. Camille, il y a plusieurs études qui montrent que les freins à la pratique chez les femmes sont à la fois nombreux et persistants. Parmi eux, il y a le cliché que peuvent traîner certains sports. Et toi et moi, on est issus de la même génération, que ce soit au handball ou à la boxe. On a souvent entendu que nos sports étaient des sports de mecs. Et toi, pour encourager la pratique, l'enjeu majeur, c'est la médiatisation, rendre visible des athlètes qui pratiquent des sports dits masculins. Est-ce que les choses bougent ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que les choses ont bougé. Je ne sais pas si aujourd'hui, si on demandait à toutes les petites filles, elles seraient comme nous, elles seraient obligatoirement passées par la danse, contrainte et forcée. Non, je rigole. Non, je ne sais pas, mais je suis persuadée effectivement que la médiatisation est un vecteur important, parce que si plein de petites filles voient tous les jours des femmes performer dans des sports autres que les sports artistiques, peut-être dans lesquels on a envie de les mettre, dans les cases dans lesquelles on a envie de les mettre dès le départ, forcément, ça va susciter des vocations plus tôt, et au plus il y aura de pratiquantes dans des sports auxquels on n'aurait pas forcément pensé, parce qu'on les dit un peu masculins. C'est vrai que moi je me rappelle, petite, qu'on m'ait dit mais le handball c'est quand même un peu violent et tout ça. Non, je vous assure, ça peut bien se passer. donc voilà, après cette médiatisation, comme le disait Isaura, sur l'équipe, combien de fois on s'est arraché les cheveux en se disant mais c'est sérieux ça, on est à la 50e page, ils parlent même pas c'est même pas des résultats sportifs. Il y a tout ce qui se passe sur le foot, les ragots, tout qui y passe avant qu'on passe aux autres sports. Donc on avait l'habitude de prendre l'équipe par la fin, carrément. On lisait à l'envers le journal pour aller chercher les infos. Et puis vraiment cette sensation d'être condamné à performer presque pour exister. Et ça, c'est vrai que c'est assez usant par moment, et qu'on se dit voilà, ces petites fenêtres médiatiques, il faut pas les louper. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un éclairage exceptionnel avec les Jeux Olympiques, donc qui vont être à Paris, et du coup il faut profiter à fond de cette médiatisation. Diandra a encore parlé de son engagement, mais elle aussi, c'est génial ce que les filles font. Je me sens un peu engagée face à vous, les filles. Vos projets, ils sont juste géniaux. Moi, c'est pas forcément pour le sport féminin plus que pour le sport en général, mais c'est vrai qu'au sein du CNOSF, c'est plus axé sur la reconversion, parce qu'aujourd'hui, les sportifs, on dit ouais, c'est cool vos résultats, mais le jour où les lumières s'éteignent, il n'y a pas forcément beaucoup des gens qu'on a croisés tout au long de notre carrière qui nous ont dit t'inquiète, pour après, ça peut être sympa qu'on parle ensemble. Finalement, ces gens-là, ils sont plutôt pris dès qu'on n'a plus le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi pour le statut du sportif. On n'est pas en France dans une société qui valorise plus que ça les sportifs, comparé à d'autres pays dans lesquels le sportif, c'est déjà dans la société quelqu'un qui est vraiment estimé. Donc sur ça aussi, les mentalités ont besoin d'évoluer. Mais bon, quand il y a des femmes inspirantes comme ça, comment ça ne pourrait pas évoluer, j'ai envie de dire. Merci Camille. Du coup, on le voit, hein, le sport peut changer la société, éveiller les consciences. Toi, Diandra, tu es aussi engagée, tu as envie de faire bouger les lignes pour les jeunes générations. Est-ce que tu peux nous parler de ton initiative Take Your Shot ? Oui, c'est vrai que j'ai cherché à m'engager un petit peu au niveau des jeunes de là où j'ai grandi pendant ma carrière. Donc j'ai créé en 2016 une association et on a lancé un événement à la base. Le but, c'était juste au départ d'apporter
espèce de safe place pour ces jeunes filles. C'est parti d'un constat en fait où quand moi j'y retournais de temps en temps dans mon ancien club, je voyais de moins en moins de filles. Je voyais qu'il y avait des filles qui étaient obligées de jouer avec des équipes masculines du coup parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes filles pour remplir la catégorie et du coup elles étaient souvent laissées sur la touche et en fait je me souviens à l'époque ça m'avait alarmé de voir que 15-20 ans plus tard, le constat était le même. Donc on s'est rapproché de spécialistes pour essayer d'établir dans un premier temps un diagnostic et voir ce qu'on pouvait faire. Et on s'est rendu compte effectivement que entre 11 et 15 ans, c'est vraiment l'âge où les jeunes filles, soit elles font pas du tout de sport, soit elles décrochent de la pratique sportive. Et le but du coup de l'événement, c'était de promouvoir la pratique et de mettre aussi en lumière les parcours d'excellence, parce qu'on a tendance à se limiter en tant que jeune fille, en tant que femme, dans notre société. Et le but, en fait, c'était pas de leur dire faut faire du basket, vous allez devenir professionnel vous aussi. Le but, c'était vraiment qu'elles puissent se servir de sport, comme on l'a dit, comme levier vraiment d'émancipation, d'inclusion, parce qu'on sait que les valeurs que le sport nous inculque, finalement, elles nous accompagnent partout dans notre vie. Et moi, je l'ai vécu, j'ai décroché scolairement lorsque j'étais une adolescente à La Courneuve, et le sport clairement m'a aidé à me remettre dans le droit chemin. Donc je sais que plein de personnes n'ont pas eu cette chance de partir comme moi. Je suis partie très tôt. Quand je suis partie, on m'a souvent rappelé mes origines. Quand je disais que je venais de La Courneuve, tout de suite on me regardait avec les gros yeux. Donc c'est quelque chose que je voulais pas que d'autres jeunes après moi, bien sûr à mon échelle, revivent. Et je voulais qu'elles puissent avoir des ambitions, se fixer des objectifs. Donc tout au long de l'événement, c'est des animations sportives, donc basket en l'occurrence. Et puis l'après-midi, on a aussi un talk. Isa est venue nous supporter pas mal de fois sur l'événement. On a un talk parce qu'en fait, je fais venir des femmes inspirantes de tous les milieux, pas que sportifs. Et j'ai envie qu'elles voient que tu peux être chef d'entreprise et être une femme. Tu peux avoir un poste à responsabilité et être une femme. Tu peux te fixer n'importe quel objectif et réussir parce que tu es une femme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'elles enregistrent dès le plus jeune âge. Donc c'est ce qu'on fait avec l'événement. À côté de ça, on a voulu aller plus loin en ayant comme objectif de pérenniser un petit peu cette pratique sportive. Et on s'est dit, quand on n'est plus là avec l'événement, qu'est-ce qu'elles font ? Donc la journée, pour celles qui ne faisaient pas de sport, ne suffisait pas à ce qu'elles puissent s'inscrire de leur plein gré dans un club. Donc on a créé un camp d'été où pendant les 3 mois d'été, on les accompagne 2 fois par semaine sur des initiations à basket, sur des sorties culturelles, et puis aussi on essaye de leur faire découvrir l'environnement sportif, et le but c'est qu'elles sortent de leur zone de confort. On le fait en association avec les acteurs associatifs des villes qu'on sélectionne chaque été, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez entre acteurs associatifs, de fédérer. On fait un petit peu tous notre truc de notre côté, du coup on ne fait pas de grands... Ça n'a pas une grande portée, mais on s'est rendu compte que quand on passe le relais aux associations de proximité, derrière, elles peuvent s'en sortir. On peut lancer la dynamique, mais derrière, elles peuvent s'en sortir même quand on n'est plus là. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait avec les jeunes filles. Et puis là, on est en train de bosser sur un gros projet. On est en train de créer une école pour des jeunes femmes qui sont complètement désinsérées socialement. Donc des femmes âgées de 18 à 25 ans qui sont déscolarisées, qui sont sans emploi, et puis qui sont surtout en situation de précarité. On va lancer un programme à la rentrée pour les accompagner dans ce processus de réinsertion, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis toujours très proche de La Courneuve, et les jeunes filles avec qui j'ai commencé le basket, malheureusement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais de la chance parce que très souvent, elles sont dans des situations pas drôles du tout, et du coup, le but c'est de pouvoir apporter un petit peu de fraîcheur et essayer de les guider, les accompagner pour qu'elles puissent suivre le chemin qui leur conviendra le mieux par la suite. Merci, qu'elles prennent le pouvoir sur leur vie et sur leur avenir. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, le sport est une chance pour les femmes. On fait une bonne transition sur notre dernière vidéo. À toutes celles qui ont un jour douté,
À toutes celles qui ne se sentent pas toujours à la hauteur. À toutes celles qui voient parfois dans le regard des autres des raisons de renoncer. Je suis toutes les femmes et la voix de chacune. Je vis dans un monde où je devrais répondre de l'image que l'on se fait de moi. Derrière la fragilité que l'on me prête, on ne soupçonne pas ma force. Pour chaque femme, le sport est une chance de prouver et d'être visible. Une chance de vivre des moments pour soi ou avec les autres. Une chance de se sentir bien ou d'aller mieux. Une chance d'autonomie. Une chance de prendre confiance en soi et de s'affranchir du regard des autres. Championne ou amatrice, chaque femme a le droit de créer ses propres règles du jeu. De se dépasser ou prendre soin de son corps. De s'affirmer ou de vaincre ses peurs. Beaucoup d'entre elles ont déjà fait le choix de franchir les obstacles imposés et ceux qu'elles s'imposent. Le sport a toute sa place dans la vie des femmes et les femmes ont toute leur place dans le sport. Pour chaque femme, le sport est une chance. Merci à toutes pour votre participation et vos confidences sur votre parcours. C'est maintenant terminé. Avant la conclusion de Sarah, je voulais vous proposer de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Merci. Bonjour. On me dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une femme. J'inverserai les choses. Est-ce que derrière toute grande femme, il y a un homme? Alors, je sais qu'il y en a certaines qui partagent le sport, ou d'autres d'ailleurs. Est-ce que vous avez toujours été soutenu par vos conjoints respectifs? Parce qu'au long d'une carrière, il peut y avoir plusieurs partenaires, ou conjointes d'ailleurs. Voilà, c'était ma question. Parce qu'on est une femme, mais on est une femme dans toute sa splendeur aussi. Donc voilà. Qui veut répondre ? Moi, je peux commencer. Oui. Moi, après, j'ai la chance d'avoir... mon compagnon, il faisait de l'escrime également. On s'est rencontrés aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'est marrant dans la dynamique de notre couple parce qu'au début, il était très bien classé, mieux classé que moi. Et j'ai eu cette impression que je devais faire comme lui pour y arriver. Et on a vite compris que ça ne marcherait pas. et du coup, j'ai dû vraiment trouver ma propre façon d'y arriver. Et c'est là où c'était très intéressant de le voir aussi apprendre à mes côtés aussi, apprendre comment me soutenir dans ma propre démarche et justement d'avoir sa propre place et de me laisser aussi faire les choses à ma manière. Aujourd'hui, il a arrêté l'escrime et il vient de temps en temps sur les compétitions pour me coacher. Il était là lors des compétitions, enfin des championnats du monde. Quand je gagne, c'est lui qui me coach. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que oui, je pense qu'il m'a... Il a contribué à ma performance, il m'a toujours soutenue. Et au-delà de ça, on a eu beaucoup d'échanges sur le sport féminin, le sport masculin, les qualités hommes-femmes. Et je pense qu'il faut des hommes pour faire avancer les choses. Parce que si c'est que les femmes qui se revendiquent en disant respectez-nous et qu'il n'y a pas des hommes qui aussi soutiennent ces femmes et justement disent ben oui, il faut tout simplement qu'on soit tous traités de la même manière, les choses n'avanceront pas. Donc c'est important aussi. Ouais, je te rejoins et c'est vrai que des fois ça peut aider d'avoir un compagnon qui a connu ça aussi. Moi, mon mari, il est ancien basketteur professionnel et du coup, il avait arrêté le basket avant moi. Et c'est vrai que c'est jamais une phase facile quand on arrête. Donc, il m'a soutenue pendant une bonne partie de ma carrière. Mais cette phase où je savais pas ce que je voulais faire, où je n'étais pas encore décidée, le fait qu'il soit passé par là, ça a vraiment été
voilà, un vrai soutien pour moi. Ça m'a conforté, ça m'a apporté de la sérénité, ça m'a apporté de la sérénité dans mon choix. Et j'avais peur, moi, au début, quand j'ai pris la décision d'arrêter, de le dire, parce qu'on te regarde toujours avec des grands yeux, mais t'es sûr, pourquoi, tu veux pas pousser encore un an? Et en plus, lui, c'était vraiment mon supporter numéro 1 quand je jouais. Donc même lui, finalement, j'étais pas forcément à l'aise au départ. Et finalement, heureusement qu'il était derrière moi. Et je pense que le fait qu'il ait vécu ça aussi, ça a été une grande aide pour moi. C'est à se demander si vous auriez pu, enfin vous êtes toutes en couple avec des sportifs, oui. si vous auriez pu être avec des non-sportifs. J'allais dire, je suis désolée, je vais être cliché, donc je me suis mis avec un handballeur, ex-handballeur maintenant. Non, mais pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément aussi toujours simple parce que en l'occurrence, mon mari était avant avec une femme pas du tout sportive qui était sa fan numéro 1. Et c'est vrai que de passer de s'être mettre avec moi et puis quelque part j'avais une carrière à l'international alors que lui non. Il m'a dit moi je suis juste le mari de Camille Eglon-Sorina. Donc il l'a souvent dit en rigolant, mais il le dit encore de temps en temps. Donc je pense qu'effectivement peut-être dû à la testostérone, ça n'a pas été toujours finalement une place très facile à occuper. En tout cas, il m'a toujours soutenu. Et effectivement, je pense qu'il y a des couples qui peuvent très bien fonctionner avec des gens non sportifs. Mais c'est vrai que le fait d'avoir la connaissance du rythme, d'aussi toutes les émotions par lesquelles on peut passer, je pense que c'est forcément une richesse aussi. En tout cas, il semblerait que ça marche plutôt bien dans nos cas. Je crois que Sarah, en plus... C'est pareil, c'est la même histoire. Moi, j'ai pas une personne, mais j'en ai deux, pas en même temps et pas sur les mêmes postes, on va dire. Mais non, j'ai eu un entraîneur, l'entraîneur des débuts, vraiment un entraîneur de cœur qui m'a tout apporté, beaucoup de confiance au début et qui m'a transmis vraiment la passion pour ce sport et qui m'a surtout permis de gagner confiance. Et puis évidemment, mon mari, puisque... C'est ce que j'appelle un peu mon rocher. C'est vraiment celui sur lequel je peux m'appuyer quand dans ma carrière, il y a eu des moments un peu tumultueux. Il a toujours été là. Et je pense que c'est pas simple, en vrai, d'accompagner et de vivre avec des sportifs de haut niveau. Mais quand on a quelqu'un en face qui comprend et qui connaît cet univers-là, c'est un peu plus facile. Pas toujours. D'autres questions ? Tout d'abord, bonjour, et je voudrais simplement dire que je suis honorée d'être dans cette masterclass avec des grandes sportives. Ma question, c'est quelle est pour vous la qualité et la faiblesse d'une sportive ? Très bonne question. Je pense que ça peut dépendre de plein de paramètres, mais si je devais citer une qualité, en tout cas, on en a beaucoup parlé pendant le talk. Très souvent, on gagne, mais très souvent, on perd aussi. Je pense que la plus grande qualité, c'est être capable de se relever, parce que des défaites, il va y en avoir. Et c'est toujours impactant sur le moment, mais je pense que si je devais en citer une de qualité, c'est réussir à se relever quand ça ne va pas dans ton sens, quand tu perds, quand tu te blesses, vraiment réussir à cultiver cette abnégation. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que je pense qu'aucun sportif de haut niveau te dira qu'il a fait une carrière sans jamais tomber. Mais finalement, ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est pas grave de tomber. Ce qui est important, c'est d'être capable de rebondir, de se relever. Donc, pour moi, c'est la qualité. Et puis le défaut, je pense que dans mon cas, et ça a été un défaut pour moi plus jeune, c'est d'être coachable, comme on dit, c'est accepter la critique. Des fois, on a tendance, par ego ou autre, à toujours à pas accepter de vouloir changer des choses. On est coincé, on est complètement dans l'idée qu'on doit faire quelque chose comme ça et pas autrement. Et des fois, malheureusement, on n'écoute pas forcément. Et moi, j'avais tendance un petit peu à être un petit peu comme ça, plus jeune. Et puis, au fil du temps, j'ai appris à m'ouvrir et c'était essentiel
pour pouvoir atteindre mon plein potentiel. Donc, pour ma part, ce serait ça. Moi, je rejoins Diandra peut-être sur la plus grande force. Je pense que après, ça appartient quand même à chacune, et que si tu prends 10 sportifs, tu n'auras pas les mêmes réponses sur cette question. Moi, si je devais dire ma plus grande faiblesse, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé tout au long de ma carrière, mais c'était avoir plus confiance en moi. Autant dans ma vie de tous les jours et hors du terrain, j'estime que je suis quelqu'un qui a quand même bien confiance en elle. Autant sur le terrain, j'ai souvent envié des coéquipières autour de moi qui avaient une confiance en elles, un ego des fois un peu important, mais pour le coup qui leur permettait de jamais douter. Et je pense que si j'avais moins douté, j'aurais pu faire encore de meilleures choses. Donc c'était ma faiblesse et que j'ai travaillé. Tout à l'heure on parlait de préparation mentale. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé pour essayer de m'améliorer, parce que c'était forcément un plus de gagner en confiance en moi. Bonne question. Hein. Elle n'a pas de faiblesse. Le point fort d'une sportive, c'est une bonne question. Moi, je pense en tout cas ce que le sport m'a beaucoup apporté, c'est quelque chose de très introspectif au final, et je pense que c'est le fait d'apprendre à se connaître. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, et je pense que du coup des fois c'est de savoir dire non à certaines choses autour de soi, et de se choisir, mais de façon positive. Quand on se connaît mieux, je pense qu'on peut aller dans la meilleure direction, parce qu'en fait le sport, ça t'amène à avoir des objectifs. Et du coup, tu dois tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est vrai que c'est le dépassement de soi et tout ça, mais si tu te connais pas, tu sais pas à quel moment c'est bon de pousser tes limites, ou à quel moment c'est bon de prendre une pause. Donc voilà, s'écouter, se connaître. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et du coup, dans l'autre sens aussi, le doute. Eh ben, c'est vrai que ce serait ça une faiblesse, et quand tu doutes, ça peut te retarder. Dans tes échéances, quand tu as envie de créer. Donc voilà, ouais, je pense que c'était bien résumé, les filles. Point négatif, ouais. C'est une question très difficile. D'ailleurs, je crois que la question de la faiblesse, c'est une première pour moi. Sur la qualité, je crois que c'est vraiment le goût de l'effort. J'ai, je pense, acquis, en tout cas à travers... c'est les années d'entraînement, une endurance d'effort et de motivation qui est assez constante et assez forte. Et en même temps, je pense que c'est presque une faiblesse aussi, parce que pour le coup, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire stop, et j'ai toujours l'impression de devoir continuer à travailler pour y arriver. Et finalement, ça m'a coûté parfois. Et donc, j'apprends encore. Et la faiblesse ? C'est ma faiblesse, c'est celle de peut-être de trop. Voilà, c'est une qualité. Je pense que c'est une force et une faiblesse, cette endurance de travail, ce goût de l'effort que j'arrive pas en fait à peut-être maîtriser, stopper. Et je pense que ça me rassure aussi de beaucoup travailler et faire. Ouais. Très bien. Question. Bonjour à toutes. On a vu durant cette masterclass que vous étiez très engagés en dehors du terrain, et je voulais savoir si ça ne vous portait pas préjudice aussi de temps en temps d'être vocal. Voilà. Autour de nous, Moi, c'est vrai que, alors, oui, en tout cas, quelqu'un qui ouvre sa bouche aussi en termes généraux, ça dérange. Donc, on m'a beaucoup dit pourquoi je prenais des prises de parole déjà. Et aussi, je pense qu'on s'attend à ce qu'un athlète se concentre exclusivement sur son sport. Et on m'a énormément dit, est-ce que tu ne perds pas de l'énergie? Est-ce que tu ne te disperses pas à faire d'autres choses en dehors de ton sport? Déjà, voilà, au-delà de tes engagements, faire quelque chose autour du sport, ça peut déranger, sortir des sentiers un peu traditionnels, ça dérange toujours en général, et c'est pas très très bien vu. Donc, on me l'a souvent reproché. Après, au-delà de ça, j'ai l'impression que
c'est de plus en plus valorisé aussi, les athlètes qui s'engagent. On voit de plus en plus d'athlètes qui prennent la parole, qui prennent le temps de faire des initiatives en carrière. C'est énormément d'énergie, c'est vrai. Franchement, faire Take Your Shot, je ne sais pas si tu nous en parleras, mais de créer des choses comme ça à côté du sport, c'est une organisation. C'est savoir prioriser à un certain moment de la saison, quand tu peux faire plus à côté, quand tu dois te recentrer sur les objectifs sportifs. Donc c'est pas toujours évident à manager, mais c'est très enrichissant. Et quand on voit les gens que ça touche, les jeunes qui ont des bons retours, des personnes qui te disent que ça les inspire, je trouve que ça suffit à te donner la force de continuer malgré des avis négatifs. Ouais, je rejoins complètement Isa. Je pense que il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que quand tu fais des initiatives et que tu es en carrière encore, c'est bête, mais dès que tu vas avoir un coup de moins bien, on va te rappeler que peut-être tu en fais trop à côté. Donc c'est réussir à gérer ça. Du coup, est-ce que tu arrêtes tout pour faire plaisir à tout le monde, ou est-ce que tu essayes de déléguer? Parce qu'effectivement, c'est très énergivore, c'est sollicitant. Mais ouais, tu peux pas contrôler finalement ce que les gens autour de toi pensent. L'important, je pense que c'est de suivre ses convictions, de le faire pour les bonnes raisons. Et puis après, si les gens ont des choses à dire, ils diront quoi que tu fasses, ils auront quelque chose à dire, j'ai envie de dire. Et puis ouais, après, l'autre point aussi, c'est quand on prend position. Ça plaît pas à tout le monde. Et encore une fois, là-dessus, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même, en paix avec soi-même. Moi, je sais qu'à l'époque, je devais signer un contrat et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on ne m'a pas dit directement à moi que c'était parce que j'avais pris position par rapport à un sujet jugé tabou. On l'avait dit à mon agence à l'époque et ça ne m'a pas dérangé parce que j'étais en accord avec moi-même et je pense que c'est ce qui est le plus important. S'il y a une dernière question. Oui, juste là. Après, on va arrêter parce qu'on est déjà très en retard. Oui, on est bien là. C'est bon, on a encore. Alors, c'est bon ? Oui. Dans un monde idéal, si vous pouviez faire une recommandation au pouvoir public, au gouvernement, pour fomenter le sport de haut niveau féminin, qu'est-ce que vous pourriez, pour aider en tout cas la réalisation de ce haut niveau, qu'est-ce que vous pourriez proposer, alors dans un monde idéal, puisque où tout est possible, qu'est-ce que vous proposeriez à un gouvernement pour aider ? Ça peut être le sujet de la sécurité, parce que je sais que parfois c'est pas facile d'aller faire un footing la nuit. Ça peut être pas mal de choses. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas une chose qui ferait avancer les choses. Et c'est vrai que c'est l'ensemble de plusieurs acteurs, les institutions, les politiques, mais aussi les entreprises, les partenaires olympiques, comme ce que fait la Française des Jeux à travers plein d'initiatives. Mais c'est vrai que si tout le monde se rassemble, ça amplifie déjà les initiatives individuelle et locale. Je pense que c'est pareil, c'est ce qu'on dit, c'est un cercle vertueux aussi. Je crois vraiment beaucoup au pouvoir de la représentation, donc c'est vrai que la médiatisation, c'est quelque chose, donner l'espace à ces initiatives qui sont déjà faites, mais aussi aux femmes de pouvoir exercer leur... n'importe quelle profession, leur donner les moyens de le faire dans les meilleures conditions. Et je pense qu'aussi ça passe par l'accès à la pratique du sport pour les jeunes filles. Forcément, plus il y aura une densité de jeunes filles qui pourront essayer plusieurs sports, mais plusieurs activités, plusieurs professions, plus elles sauront ce qu'elles voudront faire, elles auront confiance en elles et elles pourront aller le plus loin possible. Donc je crois beaucoup aux actions qui sont menées pour la jeunesse. Et à la médiatisation de tout ça et donner l'espace aux femmes. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est une action en particulier, mais je pense que c'est le cumul de plusieurs choses en même temps. Très bien résumé. Merci beaucoup. Bonjour. Pardon. Pardon, j'ai encore une question. Oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour à toutes. Donc d'abord, merci pour le partage de vos parcours et de vos expériences extrêmement
enrichissant. J'avais une question, donc je rebondis sur un sujet que Camille a abordé rapidement en début d'entretien. C'est un aspect, tout ce qui est de plus physiologique et lié aux filles. Et je voulais vous demander, dans vos parcours et dans vos entraînements, comment vous avez pu gérer l'aspect règles, l'aspect contrainte sur le périnée, voilà, des choses comme ça. Comment vous avez fait pour pouvoir vivre votre sport et vos performances avec ces contraintes-là régulières? Je vais commencer. J'avais lancé le sujet. Alors sur tout l'aspect très personnel sur ma pratique, j'ai eu la chance de jamais être trop embêtée parce que je fais pas partie de ces femmes qui souffrent vraiment pendant leur période de menstruation. Donc pour moi, ça a été relativement peu gênant. Là où je me suis dit qu'il y avait quand même énormément à faire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la prévention sur le périnée, notamment. Je pense que toutes les quatre dans quasiment tous les sports, il y a une grosse part de préparation physique, et notamment par rapport à la musculation. Quand j'ai fait ma rééducation du périnée, qu'on m'a expliqué comment il fallait faire de la presse, donc il fallait pas du tout pousser comme si on allait à la selle, alors qu'en fait c'est exactement le mouvement qu'on fait. Je me suis dit, ça fait juste 15 ans que je pousse comme ça quand je fais de la presse une fois par semaine. Et là, je me suis dit, c'est quand même grave qu'aujourd'hui, dans les pratiques sportives, on ne soit pas plus accompagné à ce niveau-là. Ma sage-femme me disait, pour moi, les cours de Zumba, c'est génial parce que ça me fait ma clientèle pour les 40 prochaines années, parce que les 3/4, elles sont pas gainées, elles savent pas comment faire les mouvements et elles sont en train de se bousiller. Et je pense vraiment qu'il faudrait vraiment qu'on travaille beaucoup sur l'éducation à ce niveau-là. Pendant ma carrière, j'ai eu aussi une ou deux femmes qui sont passées, qui faisaient des thèses ou des choses comme ça sur justement tous les désagréments qu'il pouvait y avoir dans le sport. Et en remplissant ces formulaires anonymes, j'ai su dans mes équipes qu'il y avait peut-être 5 filles sur 15 à qui ça arrivait d'avoir des petites incontinences pendant leur pratique sportive. Et je me disais, mais vous en avez jamais parlé, ça vous a paru normal, il faut faire un truc. Et donc toutes ces choses-là qui sont tabous, dont on ne parle pas et qui, si elles sont prises en charge en 4 séances avec une sage-femme ou une gynécologue, ça rentre dans l'ordre. Et ça aussi, c'est un peu la condition de la femme, quelque part, parce que c'est des choses qui sont tabous, qu'on n'a pas osé mettre et où on ne nous a jamais engagés en fait, à en parler. Donc ça, si les jeunes générations pouvaient être éduquées à toutes ces choses-là, et il y a beaucoup de choses qui bougent. Encore une fois, on va dire que je prêche pour ma fédération, mais la Ligue féminine de handball fait une tournée des clubs pour aller parler justement et sensibiliser les jeunes filles, notamment autour du cycle menstruel. Mais il y a énormément de travail à faire sur ça. Et encore une fois, la médiatisation, et tout le monde a son rôle à jouer. Je crois, quand les publicités de serviettes arrêteront de mettre du liquide bleu, déjà, on aura peut-être un peu avancé. C'est vrai que le périnée des sportives est vraiment mis à rude épreuve, et ça, on le sait. On le sait, donc ça paraîtrait normal qu'il y ait une préparation avec des séances régulières pour continuer à le muscler tout en ayant la pratique sportive. Ouais. Savoir où il est, comment il fonctionne et comment on le sent dans son corps. Parce que moi, personnellement, avant d'avoir un bébé, on m'en avait jamais parlé. Et puis j'ai dit, c'est ça le périnée. Moi, la première fois... Il faut aussi éduquer les entraîneurs, parce que les entraîneurs aussi ne savent pas forcément comment gérer. Moi, je sais qu'en boxe, c'était vraiment un sujet tabou, d'autant plus qu'on a quand même la pesée. Et sur les périodes où on a nos règles, on prend pour la plupart 1 kilo. Donc, il fallait aussi appréhender ces périodes-là. Et pour ça, on n'était pas accompagnés. Donc, on gérait un peu comme on pouvait sur les périodes où tu as des compétitions, où tu n'as pas forcément envie, sur une grosse échéance, de monter sur un ring avec... des douleurs au ventre et pas forcément dans la meilleure des situations possibles. Et ben là, c'est à l'artisanal, c'est-à-dire que tu prolonges ta plaquette de pilule pour faire sauter le cycle. Donc voilà, il y a à la fois un accompagnement en direction des sportives, mais aussi de l'encadrement. Et aujourd'hui, en tout cas dans mon sport, c'est pas fait. Peut-être que dans d'autres, ça commence à être mis en place, mais peut-être qu'il y aurait une brique supplémentaire à intégrer dans la formation. Mais moi, la première fois que j'ai entendu le mot périnée, c'était il y a 2 ans.
juste avant la préparation des Jeux, où j'ai changé de préparateur physique et c'était une préparatrice physique. La première fois que j'avais une coach féminine aussi dans ma carrière, après 20 ans, donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et elle m'a parlé de mon périnée. Du coup, on a vraiment travaillé depuis. Bon, j'ai pas d'enfant, mais peut-être que je suis prête parce que j'ai travaillé sur mon périnée depuis. Après. J'attends encore. Après, tout va bien. Mais c'est vrai que si on t'en parle pas, si les gens ne sont pas formés, tu n'entends pas du tout parler. C'était vraiment des sujets tabous. Sur les règles aussi, à l'INSEP, ils ont commencé une recherche là-dessus. C'est 2 femmes qui récoltent des données sur le cycle menstruel des sportives. Et pareil, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'était très intéressant puisqu'elles disaient qu'elles allaient voir les fédérations pour savoir s'il y avait des femmes qui voulaient justement faire ces programmes-là, et qu'elle avait été sur la fédération d'escrime et que c'était un homme qui lui avait dit non, je pense qu'aucune des femmes ne voudra le faire. On gagnait déjà avant 100, on n'a pas besoin d'avoir des données. Je me dis, un homme qui choisit pour une femme, si elle a envie de connaître mieux son cycle menstruel ou pas. Moi, en tout cas, j'avais fait une partie des tests et tout, et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas en tant que femme sur nos hormones. Tout ce qui est sur la nutrition dans le sport, ça a été testé sur des hommes à la base. Donc même nous, quand on prend des protéines ou à quelle heure ou comment, c'était des choses qui ont été étudiées sur des hommes et on ne le sait même pas. Et alors que nous, on fonctionne, on a un métabolisme différent. Donc il y a plein de choses à améliorer, je pense, et même pour l'optimisation dans la performance, on en revient toujours à la même chose. Ça serait intéressant de l'intégrer. Il y a plein d'exemples d'équipes, le foot féminin aux États-Unis, qui l'ont intégré dans les entraînements. Donc il y a des choses à faire et apparemment ça fonctionne sur la performance. Et pareil pour le sujet tabou, moi j'avais arrêté ma plaquette j'avais arrêté de prendre la pilule, et du coup je me souviens d'une conversation où j'avais été dans les vestiaires, et c'est la première fois qu'entre filles on parlait de nos règles, et on se disait, mais à toi c'est comment tes règles, est-ce que tu prends la pilule et tout, et en fait je me dis, mais je les connais depuis plus de 10 ans et on n'a jamais eu cette conversation. Il y en a qui ont des fuites, il y en a qui ont plus leurs règles, il y en a qui... Et c'est très intéressant, mais c'est encore tabou dans le sport. Il y a du travail. On le mettra sur la liste du monde idéal. Du coup. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai un petit cadeau pour vous toutes que je vais vous donner tout de suite. Ce sont des affiches. Voilà, je vais montrer. Voilà, qui sont en lien avec Merci à vous. Je vais juste conclure en remerciant Camille, Diandra, Isaura et toi, Candice, au féminin, et toute l'équipe de la Française des Jeux qui a permis l'organisation de ce temps avec nos championnes. Et juste vous dire que vraiment, je pense que nos témoignages, nos engagements montrent que les sportives élèvent la voix pour avoir aussi la liberté de faire le sport que l'on veut, dénoncer aussi, parce qu'on dénonce parfois l'omerta autour des violences sexuelles et sexistes. On n'en a pas parlé aujourd'hui. On dénonce le fait d'être peu visible, parfois aussi le fait de devoir être plus légitime quand on est performante. Et voilà, on prend la voix, on prend la parole, on n'attend pas qu'on nous la donne, et on prend la parole aussi pour dire que le sport est une chance. C'était aussi le message d'aujourd'hui, une chance pour toutes les femmes de peut-être se surpasser, d'être beaucoup plus fortes et de gagner en confiance. Donc j'ose espérer que toutes les femmes qui sont dans cette salle font du sport et encouragent toutes celles autour d'elles à en faire. Donc voilà, merci à tous. Merci.